Amber Geiger. Tout d'abord, nous nous pencherons sur le cas d'Amber Geiger, le policier corrompu qui a commis un crime odieux qui a ébranlé la nation. Les actes d'Amber Geiger en cette nuit fatidique du 6 septembre 2018 sont tout simplement horribles. En tant que patrouilleuse du département de police de Dallas, qui n'était pas en service, elle a pris la loi entre ses mains et a commis un crime qui changerait à jamais la vie des personnes impliquées. Botham Jean, un comptable de 26 ans, est devenu la victime innocente du comportement imprudent et mortel de Geiger. À son insu, elle s'était trompée d'étage. Ignorant les signes indiquant qu'elle se trouvait au mauvais étage, notamment un paillasson rouge distinctif à l'extérieur de l'appartement, Madame Geiger s'est approchée de ce qu'elle croyait être son propre appartement. En essayant de déverrouiller la porte, elle s'est aperçue qu'elle était entrouverte, un détail qui aurait dû déclencher l'alarme. Mais au lieu de battre en retraite et d'appeler des renforts, Madame Geiger a pris une décision fatale. En entrant dans l'appartement, Geiger a rencontré Botham Jean, qui était innocemment assis dans son salon, en train de déguster un bol de glace. Non armé et totalement inconscient du danger qui l'attendait, Jean est devenu la cible des actions malencontreuses de Geiger. Sans avertissement ni justification, Geiger a tiré 2 fois avec son arme de poing, atteignant Jean à la poitrine. Le bruit des coups de feu a brisé la tranquillité du complexe d'appartements, laissant Jean mortellement blessé. Au lendemain de la fusillade, les actions de Geiger ont été remises en question. Comment un policier qualifié, chargé de faire respecter la loi, a-t-il pu commettre une erreur aussi grave ? Les preuves présentées au cours du procès ont permis de dresser un tableau de la négligence et du mépris des protocoles de base de la police. Madame Geiger n'a pas remarqué les signes indiquant qu'elle se trouvait dans le mauvais appartement, n'a pas reculé lorsqu'elle s'est trouvée face à une porte ouverte et n'a pas évalué la situation avant de recourir à la force meurtrière. Les conséquences des actes de Geiger ont été dévastatrices. Botham Jean, un jeune homme prometteur promis à un bel avenir, a perdu la vie dans sa propre maison. L'onde de choc de cette tragédie s'est répercutée dans toute la communauté, suscitant des protestations et des accusations de partialité raciale. Jean, un homme noir non armé, a été tué par un policier blanc qui n'était pas en service et qui semble avoir ignoré les protocoles et les responsabilités liées au port d'un badge. Les accusations portées contre Amber Geiger ont provoqué une onde de choc au sein de la communauté et ont déclenché une conversation nationale sur la responsabilité de la police. Dans un premier temps, Amber Geiger a été inculpée d'homicide involontaire, une accusation qui, de l'avis de beaucoup, ne reflétait pas la gravité de ses actes. L'absence d'inculpation pour meurtre a donné lieu à des protestations et à des accusations de partialité raciale, alors que Botham Jean, un homme noir non armé, a été tué à son domicile par un policier blanc qui n'était pas en service. Cependant, le 30 novembre 2018, le vent a commencé à tourner. Geiger a été inculpé de meurtre, ce qui constitue une étape importante vers la justice pour Botham Jean et ses proches. L'accusation de meurtre est plus lourde, car il faut prouver que Geiger avait l'intention de tuer Jean. Cette évolution a redonné de l'espoir à ceux qui cherchaient à obtenir des comptes pour les actes de Geiger. Le procès d'Amber Geiger a débuté le 23 septembre 2019 et a capté l'attention de la nation. La salle d'audience était remplie d'impatience, alors que l'accusation présentait son dossier, visant à prouver que les actions de Geiger n'étaient pas le résultat d'une simple erreur, mais plutôt d'une décision consciente d'utiliser une force mortelle. La défense, quant à elle, a cherché à présenter Geiger comme un officier dévoué ayant commis une tragique erreur de jugement. Tout au long du procès, des éléments de preuve essentiels ont été présentés au jury. L'accusation a soutenu que l'arrivée de Madame Geiger au mauvais appartement n'était pas due à la fatigue, comme elle le prétendait, mais plutôt à une conversation qu'elle avait eue avec son amant juste avant l'incident. Ils ont également souligné le fait que Geiger n'a pas suivi le protocole policier standard en n'appelant pas de renfort lorsqu'il a rencontré un cambrioleur potentiel. Ces arguments visaient à établir l'intention criminelle de Geiger. L'affaire Amber Geiger n'a pas été exempte de controverses, notamment en ceux qui concernent les témoins impliqués. 2 incidents majeurs ont soulevé des questions et rendu encore plus complexe un procès déjà très médiatisé. La première controverse est apparue le 31 janvier 2019, lorsque ABC News a rapporté qu'une femme témoin, identifiée uniquement sous le nom de Bunny, avait capturé une vidéo des actions de Geiger immédiatement après la fusillade. Cette vidéo a été considérée comme une preuve cruciale pour comprendre les événements qui se sont déroulés cette nuit-là. Cependant, Bunny a été victime de harcèlement et de menaces après avoir fourni la vidéo au bureau du procureur du comté de Dallas et l'avoir diffusée sur les médias sociaux. L'intimidation qu'elle a subie a mis en lumière les émotions intenses et les divisions qui entourent l'affaire. La deuxième controverse concerne Joshua Brown, un témoin clé de l'accusation et un voisin de Botham Jean. Brown vivait en face de Jean et a fourni un témoignage crucial au cours du procès. Cependant, le 4 octobre 2019, quelques jours seulement après la condamnation de Geiger, Brown a été tragiquement tué par balle dans le parking d'un autre complexe d'appartements où il avait emménagé. Les circonstances entourant sa mort ont éveillé les soupçons et donné lieu à des spéculations sur une éventuelle intimidation des témoins.
L'intimidation des témoins est un problème sérieux dans les affaires très médiatisées, et le moment choisi pour le meurtre de Brown a fait sourciller. Les témoins jouent un rôle crucial dans la poursuite de la justice, et leur sécurité ainsi que leur volonté de se manifester sont essentiels à un procès équitable. La perte tragique de Joshua Brown a mis en évidence la nécessité de protéger et de soutenir les personnes qui s'avancent courageusement pour faire part de leurs témoignages. En réponse au meurtre de Brown, la police de Dallas a annoncé le 8 octobre 2019 qu'elle avait identifié 3 suspects et arrêté l'un d'entre eux. Selon la police, les suspects étaient engagés dans un trafic de drogue avec Brown lorsque la fusillade a eu lieu. Cependant, les défenseurs des droits de l'homme et la famille de Brown ont mis en doute les affirmations de la police, en particulier celle selon laquelle les suspects étaient venus de Louisiane pour acheter de la drogue à Brown. Des appels ont été lancés pour qu'une enquête indépendante soit menée par un autre organisme, afin de garantir un examen approfondi des circonstances entourant la mort de Brown. La phase de détermination de la peine du procès d'Amber Geiger a été un moment crucial et très émouvant de l'affaire. Le 2 octobre 2019, la salle d'audience était remplie d'impatience, alors que le juge se préparait à annoncer la peine pour le crime commis par Amber Geiger. La famille de Botham Jean, ainsi que le public, attendaient une sentence qui reflèterait la gravité de la perte qu'ils avaient subie. Lors de l'audience de détermination de la peine, la mère de Botham Jean, Allison, a livré un témoignage puissant et émouvant. Elle a parlé de l'immense douleur et du vide laissé par la mort prématurée de son fils. Au travers des larmes, elle a partagé des souvenirs chers et a exprimé l'impact profond que la perte de Botham a eu sur leur famille. Ces paroles ont trouvé un écho dans la salle d'audience, suscitant un sentiment d'empathie et de compassion. Outre les témoignages sincères, la Cour a reçu des preuves qui ont mis en lumière le caractère d'Amber Geiger. Des messages textuels et des publications sur les réseaux sociaux ont été partagés, révélant des contenus racistes et offensants. Ces révélations ont donné une image troublante de l'état d'esprit d'Amber Geiger et ont alimenté la demande du public en faveur d'une peine juste et appropriée. Alors que le juge s'apprêtait à prononcer la sentence, la tension était à son comble. Le public a les yeux rivés sur la salle d'audience, attendant de voir si justice sera rendue. La sentence ne déterminera pas seulement les conséquences des actes de Geiger, mais enverra également un message sur la valeur de la vie d'un homme noir aux yeux du système judiciaire. Après seulement 1 heure de délibération, le jury est parvenu à une décision. Le 2 octobre 2019, Amber Geiger a été condamnée à 10 ans de prison. La salle d'audience a été envahie par un mélange d'émotions, certains exprimant leur soulagement qu'elle ait été tenue pour responsable de ces actes, tandis que d'autres estimaient que la peine n'était pas à la hauteur de la véritable justice. La peine de 10 ans a suscité une vague de controverses et d'indignation. Une grande partie de l'opinion publique a estimé qu'elle était trop clémente, compte tenu de la gravité du crime commis. Néanmoins, la famille de Botham Jean a exprimé son pardon et a même embrassé Geiger lors de la condamnation, mais de nombreuses personnes dans le public ont estimé qu'une peine plus sévère était justifiée. L'audience de condamnation a également mis en lumière les problèmes profondément enracinés de préjugés raciaux au sein du système de justice pénale. Les critiques ont fait valoir que si les rôles avaient été inversés, et que c'était un policier noir qui était entré dans le mauvais appartement et avait tué une victime blanche, l'issue aurait été très différente. La disparité des peines prononcées dans les affaires impliquant des policiers blancs et des victimes noires non armées a alimenté la conversation sur le racisme systémique et la nécessité d'une réforme. Joyce Mitchell. Ensuite, nous nous pencherons sur le cas intrigant de Joyce Mitchell et sur sa réaction à sa condamnation. Joyce Mitchell, ancienne couturière de la prison de Dannemora dans l'État de New York, a fait la une des journaux lorsqu'elle a joué un rôle essentiel dans l'évasion audacieuse de 2 condamnés, Richard Matt et David Sweet, de la prison de Clinton. L'implication de Mitchell dans cette évasion a choqué la nation et a donné lieu à un procès très médiatisé qui a captivé les médias et le public. Dans la petite ville de Dannemora, dans l'État de New York, une évasion de prison choquante s'est déroulée et a attiré l'attention de la nation. Au centre de tout cela se trouvait Joyce Mitchell, une ancienne couturière de la prison avec un sombre secret. L'implication de Joyce Mitchell dans l'évasion de 2 dangereux détenus, Richard Matt et David Sweet, va laisser la nation incrédule. Richard Matt et David Sweet purgeaient une peine à la Clinton Correctional Facility, une prison de haute sécurité connue pour abriter certains des criminels les plus dangereux de l'État. Les 2 hommes avaient élaboré un plan d'évasion, mais ils avaient besoin de l'aide de quelqu'un de l'intérieur. C'est là que Joyce Mitchell est intervenue. Mitchell, une femme mariée, avait noué une relation étroite avec Richard Matt. Leur relation aurait dépassé le stade de l'amitié, des rumeurs faisant état de contacts sexuels entre les deux. Cette relation illicite s'est avérée être le catalyseur de l'évasion audacieuse qui était sur le point de se produire.
En tant que couturière de la prison, Mitchell avait accès à des outils et à des informations qui seraient d'une valeur inestimable pour le plan d'évasion. Elle a fourni à Matt et Sweat une perceuse et une scie à métaux qu'ils ont utilisées pour percer les murs d'acier de leurs cellules. Mais ce n'était que le début. Mitchell leur a également fourni des informations détaillées sur le plan de la prison et l'emplacement des bouches d'égout qui leur serviraient de point de sortie. Dans la nuit du 6 juin 2015, Matt et Sweat ont mis leur plan à exécution. Ils ont percé les murs d'acier de leurs cellules, rampé dans les tunnels étroits et émergé d'une bouche d'égout à l'extérieur des murs de la prison. L'audace et la précision de leur évasion ont laissé les responsables de la prison et les forces de l'ordre stupéfaits. La nouvelle de l'évasion s'est répandue comme une traînée de poudre et une vaste chasse à l'homme a été lancée pour capturer les fugitifs. La recherche de Matt et Sweat a mobilisé le pays, la couverture médiatique et l'intérêt du public atteignant des niveaux sans précédent. La petite ville de Dannemora est devenue l'épicentre des recherches. Les forces de l'ordre de tout l'État s'étant donné rendez-vous dans la région. Pendant près de 3 semaines, Matt et Sweat sont restés en fuite, échappant à la capture et laissant les autorités frustrées. La chasse à l'homme s'est déroulée sur un terrain accidenté, les forces de l'ordre traversant des forêts denses et des montagnes périlleuses à la recherche des fugitifs. Le public était sur les dents, craignant que ces dangereux criminels ne frappent à nouveau à tout moment. Mais la chasse à l'homme a finalement pris fin. Le 26 juin 2015, Richard Matt a été abattu par les forces de l'ordre dans une zone reculée près de Malone, dans l'État de New York. David Sweat a été capturé 2 jours plus tard, à quelques kilomètres de la frontière canadienne. La nation a poussé un soupir de soulagement collectif lorsque les 2 condamnés ont été ramenés en détention. L'évasion orchestrée par Richard Matt, David Sweat et Joyce Mitchell est une véritable histoire criminelle qui a captivé la nation. L'audace et la planification méticuleuse de l'évasion ont laissé les autorités perplexes. La trahison par Joyce Mitchell de sa position d'employé de prison a choqué le public, et son implication dans l'évasion allait avoir des conséquences considérables. L'attention se porte sur Joyce Mitchell, la femme qui a joué un rôle crucial dans l'audacieuse évasion de prison. Les actions de Mitchell ne sont pas passées inaperçues et elle devra bientôt faire face aux conséquences de sa trahison. Le 12 juin 2015, quelques jours seulement après la capture de Sweat et la mort de Matt, Joyce Mitchell a été arrêtée. Elle a été accusée de plusieurs crimes, notamment d'avoir fourni des produits de contrebande à des prisonniers et d'avoir facilité leur évasion. La nouvelle de l'arrestation de Madame Mitchell a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, car l'ampleur de son implication dans l'évasion est apparue au grand jour. Au fur et à mesure que l'affaire Mitchell avançait, des détails sont apparus qui ont dépeint une image troublante de sa relation avec Richard Matt. Il a été allégué que Mitchell avait eu des contacts sexuels avec Matt, ce qui a encore renforcé le réseau de corruption et de trahison. L'opinion publique a été abasourdie par la révélation qu'une employée de prison pouvait être impliquée dans de telles activités illicites. Le procès de Joyce Mitchell a fait l'objet d'une grande publicité. Les médias de tout le pays s'étant rués sur la petite ville de Dannemora. La salle d'audience était bondée de spectateurs désireux d'assister à la procédure et d'entendre les preuves contre Joyce Mitchell. L'accusation a présenté un dossier convaincant, soulignant le rôle de Mitchell dans l'évasion et sa relation sexuelle présumée avec Richard Matt. Tout au long du procès, Mitchell a clamé son innocence, affirmant qu'elle avait été contrainte d'aider Matt et Sweat. Elle a fait valoir qu'elle avait craint pour la sécurité de sa famille et qu'elle s'était sentie piégée dans cette situation. Toutefois, les éléments de preuve présentés par l'accusation donnent une image différente, celle d'un participant volontaire au complot d'évasion. Des témoins ont attesté de la participation active de Mitchell à l'évasion, expliquant en détail comment elle avait fourni les outils et les informations nécessaires à Matt et Sweat pour se libérer. L'accusation a également présenté des preuves de la relation sexuelle de Mitchell avec Matt, ce qui a encore entamé sa crédibilité et dressé un portrait accablant de son caractère. Joyce Mitchell a été reconnue coupable de ces crimes. La salle d'audience a été envahie par un mélange d'émotions, certains exprimant leur soulagement, d'autres leur sentiment de justice. La phase de détermination de la peine du procès a commencé, l'accusation cherchant à obtenir une sanction sévère pour les actes de Mitchell. Elle a fait valoir que la trahison de son poste d'employé de prison et sa participation à l'évasion justifiaient une peine importante. L'équipe de défense de Mitchell, en revanche, a plaidé pour la clémence, citant la contrainte qu'elle aurait subie et la crainte qu'elle aurait eue pour la sécurité de sa famille. Après mûre réflexion, le juge a prononcé la peine de Mitchell. Elle devait purger jusqu'à 7 ans de prison pour son rôle dans l'évasion. La sentence a suscité des réactions mitigées, certains estimant qu'elle était trop clémente compte tenu de la gravité de ses actes. Madame Mitchell a elle-même exprimé des remords au cours du procès, reconnaissant le préjudice qu'elle avait causé et la trahison de sa position en tant qu'agent de la force publique. Le procès de Joyce Mitchell a été un rappel brutal de la corruption et de la trahison qui peuvent se produire au sein du système de justice pénale.
Les actes de Joyce Mitchell ont eu des conséquences considérables, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la communauté et le système pénitentiaire dans son ensemble. L'affaire a servi de mise en garde, soulignant l'importance de la confiance et de l'intégrité dans le système de justice pénale. Denise Prell. Suivant, Denise Prell, ancienne employée d'une prison new-yorkaise, a récemment été condamnée à 1 an de prison après avoir admis avoir eu une liaison avec un détenu. Tout a commencé à la Clinton Correctional Facility, la même prison qui s'est fait connaître en 2015 lorsque 2 détenus, Richard Matt et David Sweet, ont réussi à s'évader. Denise Prell travaillait à l'atelier de couture de la prison, où elle allait bientôt rencontrer Paul Norris, un prisonnier purgeant une peine de 20 ans pour homicide involontaire au premier degré. Prell, une femme mariée à l'époque, est attirée par Norris. Leur relation s'est épanouie dans l'enceinte de la boutique du tailleur, où ils ont passé d'innombrables heures ensemble. Prell, comme beaucoup d'autres qui se sont retrouvés dans des relations interdites, s'est efforcé de justifier ses actes. Mais l'histoire de Prell présente des similitudes frappantes avec un autre scandale qui a secoué la Clinton Correctional Facility quelques années auparavant. Joyce Mitchell, instructrice à l'atelier de couture de la prison, a eu des relations sexuelles avec Richard Matt et David Sweet et a finalement contribué à leur évasion audacieuse. Joyce Mitchell, qui était mariée à l'époque, l'est toujours aujourd'hui. Les parallèles entre Prell et Mitchell sont troublants. Les 2 femmes étaient mariées lorsqu'elles ont commencé à fréquenter des détenus, et toutes 2 se sont retrouvées prises dans un réseau de désirs interdits. Cependant, Prell insiste sur le fait que sa liaison n'a pas ruiné son mariage, car il était déjà ruiné depuis longtemps. Au fur et à mesure que la relation entre Prell et Norris s'intensifiait, les responsables de la prison ont commencé à avoir des soupçons. Ils ont commencé à interroger Prell sur son implication avec le détenu, et elle a été confrontée à une décision difficile. Interrogée, Prell a admis avoir embrassé Norris, lui avoir donné de l'argent et même avoir envoyé des mandats sur son compte en prison. Cependant, elle a nié avec véhémence avoir aidé Norris à s'évader. Elle a ensuite été inculpée d'un chef d'accusation de promotion de produits interdits dans la prison au 2e degré, d'un chef d'accusation d'abus sexuels au 3e degré et de 23 chefs d'accusation de faute professionnelle. Au début du procès, la salle d'audience était remplie d'impatience. Madame Prell, accompagnée de son avocat, Justin Herzog, se préparait à faire face aux conséquences de ses actes. L'accusation a présenté un dossier convaincant, mettant en évidence les preuves de l'implication de Prell avec Paul Norris, le détenu avec lequel elle a eu une liaison illicite. Le fait que Prell ait admis avoir embrassé Norris, lui avoir donné de l'argent et avoir envoyé des mandats sur son compte en prison a pesé lourdement contre elle. L'accusation a fait valoir que ces actes constituaient des abus sexuels et des fautes professionnelles, des chefs d'accusation passibles de lourdes peines. Quelques heures avant le prononcé de la sentence, Madame Prell s'est entretenue avec Inside Edition, exprimant ses craintes de voir ses enfants lui rendre visite en prison. Les larmes aux yeux, elle a déclaré « Je ne veux pas qu'ils me voient dans cet état parce que je pense que cela va les briser. Je ne veux pas que mes enfants viennent me voir en prison. Je ne veux pas qu'ils me voient dans cet état parce que je pense que cela les brisera. » L'état émotionnel de Madame Prell était évident, mais le tribunal devait prendre en compte la gravité de ses actes. Le juge, après avoir évalué les preuves et l'impact des choix de Madame Prell, a rendu son verdict. Dans un premier temps, elle a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation retenus contre elle. Lors de sa condamnation, Denise est apparue émotive et en larmes. Après avoir accepté un nouvel accord de plaidoyer et reconnu sa culpabilité, elle a été condamnée à la peine finale. Denise Prell a été condamnée à 1 an de prison. La salle d'audience a explosé dans un mélange de choc et d'incrédulité. L'avocat de Denise Prell, Justin Herzog, a fait valoir que sa situation n'était pas comparable à l'évasion de prison de 2015 qui avait captivé la nation. Il y a eu une évasion de prison. On a suggéré un complot de meurtre contre le mari d'une femme. Juste un tas d'anarchie. Tout ceci n'est qu'une histoire d'amour mal placée. La défense de M. Herzog s'est articulée autour de l'idée que les actions de M. Prell étaient motivées par un amour de chiot mal avisé, plutôt que par une intention malveillante. Il a souligné que la probabilité que Prell commette un autre délit était nulle. En quittant la salle d'audience, Prell a dû faire face à la réalité de sa condamnation. Sa vie sera à jamais changée par les conséquences de ses choix. Pendant ce temps, Paul Norris, le détenu avec lequel Prell avait eu une liaison, continuait à nier toute relation. Il a depuis été transféré dans une autre prison, laissant derrière lui une série de questions sans réponse. Alors que Prell entame sa peine d'1 an derrière les barreaux, sa vie prend un tournant dramatique. Les conséquences de sa liaison interdite se sont répercutées sur ses relations personnelles, laissant une trace de confiance brisée et de rêves anéantis. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire. Delia Ruiz.
Delia Ruiz, ancienne policière du département de police de Friona, a récemment été condamnée à 20 ans de prison fédérale pour avoir abusé sexuellement de 2 adolescents. Les détails choquants de ces crimes et le procès qui s'en est suivi ont laissé la communauté incrédule. À l'âge de 31 ans, Delia Ruiz était officier de la police de Friona. Mais derrière son badge et son uniforme, elle cachait un sombre secret. Les dossiers judiciaires révèlent que Ruiz a eu une relation sexuelle avec non pas un, mais 2 adolescents. La première victime était un garçon de 16 ans avec lequel Ruiz a entamé une relation en novembre 2020. Cette relation s'est poursuivie pendant plusieurs mois, alors que le garçon atteignait l'âge de 17 ans au printemps 2021. Pendant cette période, Ruiz lui a envoyé des messages de flirt, des photos intimes d'elle-même et même des vidéos d'elle en train de se livrer à des actes sexuels. La manipulation et l'exploitation d'un adolescent vulnérable sont vraiment inquiétantes, mais les révélations choquantes ne s'arrêtent pas là. Au printemps 2021, Madame Ruiz a ciblé une autre victime, un garçon de 15 ans qu'elle avait rencontré par l'intermédiaire de l'adolescente plus âgée. Elle lui a envoyé des messages de flirt et lui a donné rendez-vous sur le parking d'une église pour des rapports sexuels dans sa voiture. Ce comportement prédateur s'est produit non pas une fois, mais 3 fois. Madame Ruiz a également envoyé des photos et des vidéos sexuellement explicites aux jeunes garçons, l'avertissant de garder leurs activités secrètes. Il est important de noter que les documents judiciaires indiquent que Ruiz s'intéressait à un 3e adolescent, mais qu'elle n'a pas eu l'occasion de poursuivre une relation avec lui. L'ampleur de son comportement prédateur est vraiment choquante et a laissé la communauté incrédule. Ces crimes ont été révélés lorsque Ruiz a été arrêté en octobre 2021 et licencié par la suite du département de police de Friona. La trahison de la confiance par une personne ayant juré de protéger et de servir est profondément troublante, et l'impact sur les victimes et leurs familles ne peut être surestimé. Après son arrestation en octobre 2021, Delia Ruiz a dû faire face à de graves accusations liées à son comportement prédateur à l'égard des adolescents. Elle a plaidé coupable en janvier à un chef d'accusation d'incitation d'un mineur, un chef d'accusation qui comporte une peine importante. Avec une peine possible allant de 10 ans à la prison à vie, les enjeux étaient élevés pour Ruiz. Le procès s'est déroulé dans un tribunal fédéral d'Amarillo, sous la présidence du juge de district Matthew G. Kaczmarek. La tension régnait dans la salle d'audience, alors que la communauté attendait que justice soit rendue aux victimes et que des comptes soient rendus pour les actes de Ruiz. Au cours du procès, l'accusation a présenté des preuves irréfutables, notamment les messages explicites, les photographies et les vidéos que Ruiz avait envoyées aux victimes. Le jury a écouté les témoignages des victimes qui ont courageusement fait part de leurs expériences et de la charge émotionnelle qu'elles ont subie. Madame Ruiz a reconnu ses crimes au cours du procès, ceux qui constituent un revirement choquant. Elle a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec les adolescents et leur avoir envoyé des contenus explicites. Son aveu a plongé la salle d'audience dans l'incrédulité, alors que l'étendue de son comportement prédateur était mise à nu. Après avoir examiné attentivement les preuves et l'impact des actions de Madame Ruiz, le juge Kaczmarek a rendu son verdict. Il a condamné Delia Ruiz à 240 mois, soit 20 ans, de prison fédérale. Cette peine reflète la gravité des crimes commis par Delia Ruiz et vise à garantir qu'elle soit tenue responsable des dommages qu'elle a causés. Les réactions à cette condamnation ont été mitigées. Certains membres de la communauté estiment que la peine n'est pas assez sévère, compte tenu de la nature des crimes commis par Ruiz. D'autres pensent que la peine est très dissuasive et qu'elle envoie le message qu'un tel comportement ne sera pas toléré. Après que le juge Matthew G. Kaczmarek a rendu son verdict, condamnant Delia Ruiz à 20 ans de prison fédérale, la salle d'audience a été envahie par un mélange d'émotions. Les victimes et leurs familles ont ressenti un sentiment de soulagement et de justice, sachant que Ruiz serait tenu responsable de ses actes. Mais quelle a été la réaction de Madame Ruiz face aux conséquences de ces crimes ? Selon les rapports de la salle d'audience, Madame Ruiz a montré peu d'émotion à la lecture de la sentence. Elle a gardé une attitude stoïque, apparemment détachée de la gravité de ses actes et de l'impact qu'ils ont eu sur les victimes. Son absence de remords ou de réaction visible a laissé de nombreuses personnes stupéfaites dans la salle d'audience. À l'extérieur de la salle d'audience, la communauté a réagi avec un mélange de colère, de déception et de soulagement. Certains ont exprimé leur frustration face au fait que Madame Ruiz n'ait montré aucun signe de remords et n'ait pas assumé la responsabilité du mal qu'elle avait causé. D'autres étaient soulagés que justice ait été rendue et que les victimes puissent entamer le processus de guérison.